Bonjour, ici le docteur Guillaume Font, je suis psychiatre à la PHM et chercheur au laboratoire de santé publique de l'Université de la Timone. Aujourd'hui, je vous présente la recherche bibliographique pour réaliser une revue systématique de la littérature. Donc on va se concentrer sur la partie méthode de votre article. Alors, commencez par rédiger la méthode avant de commencer votre recherche d'article est fondamentale. Pourquoi? Parce que tout repose dans le caractère systématique d'une revue sur la qualité et la rigueur de sa méthode. Et notamment la rigueur du paradigme de recherche, c'est-à-dire les mots-clés que vous allez utiliser dans les moteurs de recherche pour aller filtrer les études déjà publiées. Si votre filtre n'est pas bon, vous allez rater des études ou au contraire, vous allez en avoir beaucoup trop. Dans les deux cas, donc cela ne sera pas bon car il faut que n'importe qui puisse reproduire votre méthode et puisse aller vérifier que vous n'avez pas oublié une étude. La date de dernière recherche est très importante. Ne l'oubliez pas dans votre méthode. Il faut que vous puissiez dire à quel moment vous avez fait votre dernière recherche de la littérature, parce qu'il va se passer plusieurs mois entre la rédaction et la publication de votre article. Il se peut tout à fait que des reviewers vous disent vous n'avez pas inclus tel article qui aura été publié a posteriori. Donc il est très important de le signaler dès le départ. Alors, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, il est très important de commencer par vérifier que le travail que vous faites n'a pas déjà été fait. La première cause de rejet d'une revue, c'est le fait qu'elle existe déjà. Alors pour cela, commencez par aller regarder sur PubMed, Medline, en tapant donc les mots-clés de votre sujet et en mettant revue, review ou méta-analysis en fonction de votre objectif. Et aussi aller sur Prospero, on va y revenir, c'est le site qui référencie tous les travaux en cours. Parce que parfois, une revue systématique ou une méta-analyse, ça peut prendre plusieurs mois. Donc il y a peut-être déjà quelqu'un d'autre en train de travailler sur le sujet qui vous intéresse. Dans quel cas, je vous déconseille fortement de vous y lancer, parce que cette personne a probablement de l'avance et vous allez rentrer en compétition inutilement. Donc je vous rappelle qu'il est très rare d'avoir une idée complètement innovante, sauf à travailler dans un domaine très restreint ou pointu de la recherche. Alors, une fois que vous avez déterminé que personne n'est en train de travailler sur votre sujet, donc vous irez vous inscrire sur Prospero, mais pour cela, il faut d'abord avoir mis en place votre méthode de recherche. Pour cela, je vous invite à aller tout de suite sur le site Prisma pour obtenir les critères qui vont être nécessaires à l'analyse de vos études. Donc là, je vous ai mis un exemple de section, de paragraphe, d'article. Donc nous avons suivi les critères Prisma recommandés et nous avons conduit une revue systématique en rappelant les objectifs. Donc Prisma, ça veut dire Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis. Donc ce sont les critères systématiques que doivent rapporter toutes les revues systématiques et les méta-analyses. Donc le site, vous l'avez ici. Vous tapez Prisma méta-analyse, par exemple, ou Prisma Systematic Review sur Google, et vous trouverez tout de suite le site. Sur ce site Prisma, vous allez pouvoir télécharger des documents que vous allez pouvoir utiliser directement pour votre travail. Donc je vous invite tout de suite à télécharger la checklist Prisma et le diagramme, le flowchart que vous allez utiliser dans votre revue. Alors, la checklist, elle est là. Il n'y a que la première page. Il y a beaucoup plus de critères. Donc, ça peut paraître impressionnant comme ça, et ça l'est effectivement. Pour chaque étude incluse, vous allez devoir analyser tout un tas de facteurs. Et pour votre propre revue systématique, vous allez devoir démontrer que vous répondez à tous les critères d'une bonne revue systématique de la littérature. Ils sont tous présents ici, je ne vais pas les aborder un par un. Vous allez tranquillement les lire car cela serait trop long pour les vidéos. Ici, vous avez le flowchart. Donc, dans une autre vidéo, nous vous aborderons comment remplir efficacement ce flowchart. Et donc, il s'agit donc des différentes étapes que vous allez passer pour aboutir aux revues que vous allez inclure dans votre revue
qu'elle soit qualitative ou quantitative. Donc une revue qualitative, c'est une revue systématique, une revue quantitative, c'est une méta-analyse. Donc je vous invite tout de suite à utiliser un cahier sur lequel vous allez noter les différentes étapes de ce que vous faites avec les dates pour vous y retrouver a posteriori si on vous pose une question sur le paradigme de recherche, sur la base que vous avez étudiée. Je vous invite à commencer par la base Medline, donc PubMed, qui est la base de référence pour les recherches. Par contre, gardez bien à l'esprit que toutes les études ne sont pas publiées sur Medline. Environ 60% des études seulement sont disponibles sur Medline. Donc Medline, c'est surtout une base qui garantit la qualité des études, car seuls les journaux avec comité de lecture sont impactés dans Medline. Il y a d'autres critères d'ailleurs pour être impactés dans Medline, mais il y a aussi beaucoup de revues qui ne sont pas indexées dans Medline. Donc je vous invite vraiment à faire attention à cela. Ce n'est pas parce que vous avez fait une revue sur Medline que vous avez balayé la totalité de la littérature. En plus, il est très important de pouvoir inclure non seulement les revues qui ont été publiées dans des journaux, mais aussi les études qui ont été publiées dans ce qu'on appelle la littérature grise, c'est-à-dire la littérature finalement non publiée, mais disponible quand même, c'est-à-dire souvent les abstracts de congrès, beaucoup de personnes publient leurs résultats dans des congrès mais n'en font pas des articles par manque d'échantillons ou de résultats positifs. Et vous pouvez aussi trouver cela dans Clinical Trial, qui est donc un site qui référencie tous les essais cliniques leurs résultats, même quand ils n'ont pas été publiés, souvent par faute de résultats positifs. Cela permet de limiter le biais de publication, puisque, comme vous le savez, plus les résultats sont positifs, plus ils sont publiés. Et donc cela donne un biais qui donne l'impression qu'il n'y a que des études positives dans un domaine, alors qu'en fait les études négatives n'ont pas été publiées. Donc, Medline va vous permettre de définir un paradigme avec un moteur qui s'appelle le moteur Mesh, qui permet de définir les mots-clés que vous allez utiliser. Alors, ce moteur est surtout utile quand vous faites une revue avec des mots-clés qui sont très peu spécifiques, comme le mot dépression, le mot gender aussi, woman. Quand vous voulez faire une étude, par exemple, sur la dépression et l'influence du sexe, vous allez avoir beaucoup de mal parce que le mot dépression peut être employé dans tout un tas de contextes. Et même chose pour woman gender, ce n'est pas du tout discriminant car il y a des millions d'études qui utilisent ce mot-clé dans le moteur de recherche. Alors, par exemple, si vous tapez dépression dans Mesh, vous allez trouver donc le mot dépression qui est bien référencé. Donc là, il s'agit bien de la dépression majeure. On voit la définition. Vous allez aussi avoir le mot depressive disorder. Donc déjà, vous allez avoir deux mots-clés de recherche que vous allez pouvoir utiliser pour votre recherche. Et puis, vous voyez qu'en troisième apparaît la dépression synaptique qui n'a donc rien à voir avec votre sujet. Et vous pouvez trouver aussi la dépression du postpartum, etc., etc. Il y a 20 mots-clés incluant le mot dépression. Donc il est bien important de pouvoir sélectionner le bon mot-clé et vous allez pouvoir, en cliquant là directement sur le lien, utiliser ce mot dans Medline et donc limiter les recherches erronées. Alors pour vous donner un exemple de l'utilité de Mesh, je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé très récemment. Donc je voulais regarder les liens pour la discussion d'un article sur la graisse périviscérale et l'inflammation. Donc je tape perivisceral fat et inflammation et là je trouve 5 résultats. Donc je me dis c'est quand même très peu. Donc je vais voir dans Mesh si les mots-clés que j'utilise sont bons et quand je tape perivisceral fat, je vois que le mot périviscéral n'existe pas dans les mots-clés de PubMed et c'était intra-abdominal qu'il fallait taper. Et donc, si je tape intra-abdominal, je trouve 825 citations. Donc, par rapport à ça, vous voyez que le gain est considérable. Donc, j'attire votre attention sur cette nécessité d'utiliser Mesh, surtout si vous ne maîtrisez pas très bien les mots-clés que vous souhaitez explorer. Donc, le paradigme Medline sera votre référence pour votre méthode et vous pourrez le dupliquer dans d'autres bases de recherche. Par contre, il n'est pas dit que les mots-clés soient les mêmes, donc il faut toujours bien vérifier que votre paradigme de recherche est bien valide dans les autres bases. Mais c'est Medline qui reste quand même la base de référence. Donc généralement, pour dire qu'on a fait une revue systématique, il faut pouvoir justifier d'avoir exploré au moins 3 bases.
Généralement, c'est ce qui garantit quand même l'exhaustivité des études que vous allez inclure. Alors, j'attire votre attention sur le fait que selon le domaine dans lequel vous travaillez, les bases ne seront pas forcément les mêmes. Les bases les plus intéressantes peuvent différer selon les sujets. Donc, par exemple, Medline, c'est une base qui est avant tout médicale, comme son nom l'indique. Si vous travaillez sur un sujet qui est plus sociétal ou psychologique, vous aurez la base, par exemple, PsycInfo, qui peut être plus intéressante. Ici, je vous donne un exemple d'un mail qui m'avait été adressé par un collègue avec qui je travaillais donc sur un projet de revue systématique et de méta-analyse et qui me posait la question quel est le paradigme de recherche que je dois utiliser, sachant que j'ai très très peu de résultats en fonction des paradigmes que j'utilise et donc il me présente ces différents paradigmes de recherche. Donc là, on voit donc que c'était très restrictif. Donc le but était d'explorer le rôle du cannabidiol dans le traitement de sevrage du cannabis. Et en pratique, en fait, ce que je recommande, c'est d'utiliser des paradigmes de recherche les plus simples possibles. Ce que je lui ai répondu, c'est que plus on utilise des AND ou des OR, et plus on se retrouve. Donc, soit en utilisant des AND avec une grosse sélection, une sursélection des études, et du coup, on trouve quasiment plus rien à la fin. Soit on utilise des OR, et là, au contraire, on décuple le nombre d'études, parce que ce sont des ou inclusifs. Donc du coup, en fait, on se retrouve avec énormément d'études. Donc le mieux, c'est finalement de choisir des mots-clés de base qui sont assez discriminants, si vous le pouvez. Donc la cannabidiol, c'est quand même très discriminant. Et ensuite, de faire un paradigme simple avec un, deux ou trois mots-clés dès que vous avez une quantité d'études qui paraît raisonnable à analyser, donc ça c'est à vous de déterminer si c'est subjectif ou raisonnable, mais en pratique c'est souvent plusieurs centaines quand même d'abstracts que vous allez éplucher, mais généralement pas plus de 1000 non plus. Là vous pouvez considérer quand même que vous avez un premier filtre raisonnable et que comme ça vous n'allez pas laisser passer d'études importantes. Alors, pour l'exemple suivant, j'ai bien choisi un article que nous avons fait sur le burn-out des psychiatres français. Donc là, vous avez un exemple d'extrait de méthode. Donc, nous avons inclus toutes les études épidémiologiques qui évaluaient la prévalence du burn-out en France. Et pour garantir le caractère récent des données, on a limité à partir de janvier 2000 jusqu'à 2017. Et donc les bases qui ont été explorées sont citées. Nous avons aussi utilisé une base française, la BDSP que vous voyez ici. Alors là, c'est très important parce qu'en utilisant cette base française, qui était une base aussi qui concernait beaucoup de travaux de thèse, on parlait de la littérature grise, les thèses font partie aussi de cette littérature grise. Et donc là, cela a permis d'inclure énormément d'études, ce qui garantit aussi la qualité de cette revue systématique. Parce qu'à l'inverse, l'inconvénient, c'est qu'on s'est limité à la France et que les études qui concernent uniquement la France intéressent très peu l'étranger. Et on va pouvoir vous répondre potentiellement pourquoi n'avez-vous pas publié votre revue dans une revue française. Donc méfiez-vous de cela. J'ai publié une fois un article sur des données de l'OMS qui montrait l'évolution du suicide en France. Pour moi, donc c'était des données qui concernaient des millions de personnes avec des résultats qui étaient extrapolables. Et on m'a quand même répondu, cela ne nous intéresse pas, malgré le fait que ce soit des données de l'OMS. Donc faites très attention à limiter vos travaux à la France. Cela peut handicaper votre publication internationale. Et donc pour étudier donc le burn-out chez les médecins français, vous voyez un paradigme de recherche très simple, burn-out, médecins et France. Voilà. Et donc on aurait pu enlever le France et on aurait vu beaucoup plus d'études encore, mais là le but était vraiment de se concentrer sur les médecins français. Alors, il faudra préciser dans votre méthode que 2 personnes au moins ont été impliquées dans le processus de sélection des articles. Ça, c'est très important, car cela va garantir que, la qualité du processus, c'est-à-dire que, 2 personnes vont avoir 2 résultats différents, 2 nombres d'études incluses différentes et donc il y aura un consensus qui sera ensuite tranché par un troisième auteur
qui déterminera les études à inclure ou pas dans l'analyse finale. Donc ça, c'est indispensable de le mentionner dans votre étude. Ensuite, vous allez faire apparaître dans votre étude que vous allez, à partir donc, de toutes les études que vous avez incluses, donc des PDF que vous allez récupérer, vous allez créer une table qui va être publiée et que cette table va faire apparaître des données que vous allez coder. En fait. Donc pour chaque étude, vous allez définir un certain nombre de paramètres et ces paramètres donc, vont déterminer le classement des études et vont vous permettre ensuite l'analyse qualitative ou quantitative de vos données. Donc, je précise aussi que lorsque un PDF ne contient pas les données qui vous sont nécessaires ou qu'il vous manque d'autres données qui vous intéressent, il est absolument capital de contacter les auteurs par mail et de le mentionner ensuite dans votre revue. Il est possible évidemment que les auteurs ne vous répondent pas. Il est aussi possible qu'il n'y ait pas de mail disponible si l'article est publié il y a plus de 20 ans, par exemple. Donc, faites attention à cela. Il faut pouvoir justifier du fait que vous avez mis tout en œuvre pour pouvoir récupérer le maximum d'études. Et un dernier point très important, on a parlé de la littérature grise. Un autre moyen aussi de repêcher des études que vous n'avez pas eues dans votre paradigme de recherche, c'est aussi d'aller regarder les références de toutes les études que vous avez incluses. Ça, c'est très important parce que souvent, on découvre quand même quelques études qu'on n'avait pas trouvées, qui n'avaient pas été référencées. Ça peut être des auteurs qui font référence à leurs propres publications dans des congrès, etc., ou d'autres équipes. Ça peut être dans des pays qui ont une autre culture de publication que les pays occidentaux, par exemple, etc. Des études qui n'ont pas été publiées en anglais aussi. Donc faites très attention à cela. C'est très important de bien avoir checké les références des études incluses. Alors, j'ai évoqué donc en début de vidéo le site Prospero. Alors, j'en parle que maintenant parce qu'il fallait avoir passé toutes ces étapes pour aller vous inscrire sur le site Prospero. Donc, cela devra être mentionné dans votre méthode. L'étude a été enregistrée dans Prospero et vous aurez un numéro d'enregistrement de l'étude. Là, vous le voyez apparaître ici pour une étude qui a déjà été publiée. Donc, pourquoi est-ce que c'est très important? En fait, Prospero, ça vous permet d'une part de vérifier que personne n'est déjà en train de travailler sur votre sujet. C'est pour éviter de la perte d'énergie et de temps dans la communauté scientifique. Et cela permet aussi de dissuader d'autres personnes de se lancer dans votre sujet de recherche parce que vous allez être déjà là avant eux. Ça, c'est très important, il faut le faire dès le départ. Si vous attendez la fin, que votre article soit déjà rédigé pour aller vous enregistrer dans Prospero, le risque c'est qu'entre-temps, il y ait quelqu'un qui s'y soit mis aussi. Et l'autre risque, c'est qu'on vous réponde dans Prospero, ah bah en fait vous avez déjà fait tout le processus d'extraction, donc en fait c'est plus la peine de vous enregistrer dans Prospero, parce que le but c'est justement d'anticiper ce travail-là. Donc là vous avez le site Prospero, le site d'accueil, et puis donc il faut vous créer un compte, vous enregistrer, c'est très simple. Et par contre, vous allez voir qu'on va vous demander toutes les étapes de votre méthodologie, ce qui va vous obliger à rédiger votre méthodologie d'article avant de commencer votre étude. Et je vous invite vraiment à faire cela parce que, comme disait Lincoln, si on a 24 heures pour abattre un arbre, il vaut mieux en passer 23 à aiguiser ses haches. Ici, je prends un exemple d'un sujet qui avait été une des premières méta-analyses que j'avais conduites avec le professeur Boyer et donc a été très très formateur pour moi. Donc c'était à la fin de l'année 2013. Je m'intéressais beaucoup à la question de la kétamine et de son utilité en pratique clinique. Cela dérivait du fait que je m'intéressais beaucoup aux hallucinogènes et à leur rôle thérapeutique en psychiatrie, notamment après avoir lu le livre Les portes de la perception d'Huxley, dont je vous recommande la lecture. Et je remercie la chercheuse à Montpellier, donc Isabelle Chaudieu, qui m'avait recommandé la lecture de ce texte qui est très inspirant. C'est un texte où Aldous Huxley décrit son expérience de prise de mescaline et donc décrit en tant que scientifique son impact sur le psychisme. Il décrit donc une ouverture de ses perceptions et aussi certaines hallucinations.
Et donc du coup, à l'époque, on s'intéressait donc beaucoup déjà à la kétamine et je regarde, s'il y a une méta-analyse sur le sujet et je découvre qu'il n'y en a pas. Et donc là, donc très vite, il a fallu aller vite parce que je me suis dit: «Donc c'est un sujet qui est vraiment brûlant et auquel on a envie d'avoir une réponse» et je trouve, quelques études contrôlées, randomisées déjà sur le sujet. Et donc on a fait cette, revue très rapidement. Donc c'était, notre première re méta-analyse et effectivement, donc ça a été la première revue, sur le sujet à être publiée et donc j'ai appris par la suite qu'il y avait 2 autres équipes, une canadienne et une française qui travaillaient sur ce sujet. Donc les 3 méta-analyses ont été publiées et donc c'est pour ça qu'il est important aussi de vous rappeler, qu'il ne faut pas perdre de temps. Donc le travail sur la kétamine, donc je l'avais commencé à Montpellier, donc une interne, à l'époque, interne Marie Britner, donc avait fait, une revue, en français sur le sujet qui a été publiée dans la presse médicale. Il va pouvoir se poser la question pour vous, est-ce que j'écris en français ou en anglais? Moi, je vous invite vraiment très fortement à écrire en anglais. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez augmenter votre impact factor, ça c'est, mécanique, hein. Il est très difficile de monter au-delà d'un grade D en langue française, puisque donc vous touchez un lectorat beaucoup plus limité et d'autre part, l'autre chose, c'est qu'on pense que c'est plus facile de publier en français. Or, il n'en est rien. En fait, on a très peu de revues, psychiatriques en langue française. En psychiatrie adulte, ça se limite majoritairement à la presse médicale et à l'encéphale. Il y a aussi la revue Soins psychiatriques, mais qui n'est pas impactée et qui a des délais de publication très longs, et la revue Santé publique. Donc voilà, ça fait très peu de. Il y a la revue Thérapie aussi, mais qui n'est pas impactée. Bref, donc il y a très peu de choix, donc c'est beaucoup d'efforts pour finalement très peu de rendement. Et puis il y a aussi des risques de conflits d'intérêts qui sont plus importants, c'est-à-dire que vous tombiez sur des reviewers qui travaillent sur le même sujet et qui n'apprécient pas le fait que vous travaillez sur le même sujet. Donc ça, c'est une réalité aussi. Donc moi, je vous invite vraiment à passer à l'anglais le plus rapidement. Ça va être difficile au début parce que c'est difficile d'écrire en anglais, mais à terme, vous allez acquérir des compétences en anglais et puis vous allez voir que c'est quand même beaucoup plus facile et fluide de publier en langue anglaise. Alors, dans la méthode, vous allez devoir aussi mentionner vos critères d'inclusion et d'exclusion. Prospero va vous les demander. Donc là, je vous ai donné des exemples de critères d'inclusion. Donc il y a le design de l'étude. Donc quel est le type d'étude que vous retenez? Donc épidémiologique, cross-sectionnel, cas contrôle, etc. Le type de participants inclus dans vos études. Le critère que vous retenez comme critère de jugement principal, donc ici le diagnostic de burn-out, donc qui était défini selon une échelle. Alors généralement, on ne met pas l'échelle, j'attire votre attention là-dessus, parce que ça a été une des limites de ce travail, c'est qu'on va prendre toutes les échelles qui évaluent une dimension. Donc si vous travaillez sur la dépression, ce sera toutes les échelles de dépression, donc vous mettrez simplement que vous incluez toutes les études avec une échelle standardisée qui vous permet de calculer un score ou de déterminer un pourcentage de dépression dans votre population. Donc ici, un deuxième exemple sur la méta-analyse que nous avions publiée sur les liens entre les thérapies IL-1 bêta, euh, en- euh, les immunothérapies pardon, visant IL-1 bêta et leur efficacité dans la dépression. Donc vous voyez aussi, même structure, donc les participants, le type d'intervention. Et ici, on ne précisait pas le type d'étude parce qu'on prenait tous les types d'études qui étaient ensuite analysés dans notre analyse. Alors, très important, la question de la langue que vous incluez. Alors, au début, j'essayais de mettre dans mes articles que j'incluais uniquement les articles en langue anglaise et française, donc j'étais honnête. Or, j'ai été confronté à un reviewer qui, m'a répondu, «Vous limitez trop, votre, critère de langage, vous ratez tout un tas d'études» et il avait raison. Donc en pratique, moi je vous déconseille de mettre une restriction sur le langage. Vous prenez absolument toutes les études. Si vous avez des études en arabe, en russe, en japonais, vous les prenez quand même et généralement dans les tables, vous arrivez à récupérer les critères qui vous intéressent pour extraire les données importantes. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez contacter les auteurs et leur demander
de vous fournir des données simples en anglais, par exemple. Et si les auteurs ne vous répondent pas, bah, vous le mettez à nouveau dans votre méthode. Il est très important effectivement de ne pas se limiter aux publications en langue anglaise, française ou même allemande ou espagnole. Alors, autre chose importante dans l'extrait que je vous ai mis ici d'une section méthode, un bon moyen de mettre votre critère de sélection est de dire le dernier critère, le point numéro 3, c'est dans vos critères d'exclusion, vous mettez que lorsqu'une différence moyenne standardisée ne peut pas être calculée, vous ne retenez pas l'étude. Donc ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire que si vous n'avez pas deux groupes qui vous permettent de calculer une différence moyenne, vous ne retenez pas l'étude. Et donc en fait, cela vous permet de justifier l'exclusion de toutes les études où vous n'avez pas pu récupérer les données ou calculer cette différence moyenne. Donc là, vous avez à nouveau un exemple d'extrait de méthode où vous mettez donc que vous avez extrait les données dans un fichier électronique qui va devenir votre table 1 et que cette table contient le nom du premier auteur, la date de publication, le design de l'étude, le pays, très important, qui va faire partie des analyses de sensibilité, la taille de l'échantillon, le nombre de cas, le nombre de contrôles, le type d'échelle utilisé ici, donc là c'était dans l'évaluation de la dépression, etc., etc. Et donc vous mettez bien à chaque fois que chaque différence dans l'extraction donc, sera résolu par un troisième. Donc, vous allez être deux auteurs à garantir l'extraction des données et un troisième auteur pour résoudre les problèmes et proposer un consensus. Donc, généralement, l'auteur qui propose le consensus est le dernier auteur. N'oubliez pas de mettre aussi dans votre méta-analyse s'il y a eu un financement qui a été impliqué qui pourrait inclure un biais dans vos résultats. Alors ça, c'est surtout utile quand vous publiez des études sur de la pharmacologie. Mais bon, en pratique, mettez-le dans toutes les études, ça ne mange pas de pain. Et puis en pratique, donc, il n'y a aucune source de financement. Et donc cela vous permet de garantir l'indépendance de vos résultats et cela est apprécié. Donc ici, je vous montre un exemple de table. Donc, c'était une revue qui est une de mes premières revues systématiques dont je suis assez fier parce que c'était un sujet qui n'a jamais été abordé et qui n'a plus été abordé depuis et qui pourtant pour moi a une importance capitale. Donc, un jour, j'y reviendrai peut-être. C'est sur l'impact du jeûne thérapeutique sur l'anxiété et la dépression. Donc en fait, cette revue, l'idée de cette revue m'est venue en voyant des témoignages, d'abord dans un reportage sur des patients allemands qui jeûnaient. Donc en Allemagne, 15 à 20% des Allemands ont pratiqué le jeûne au cours de leur vie. Et cela est beaucoup plus répandu dans la pratique médicale en Allemagne, mais aussi en Russie. Et donc je suis allé regarder les études qui évaluaient l'impact d'un jeûne thérapeutique sur les niveaux d'anxiété et de dépression. Et ces études étaient majoritairement des études basées sur des populations avec des pathologies somatiques inflammatoires. Ce qui était très impressionnant, c'était de constater qu'en 2 jours seulement, il y avait une très forte baisse de l'anxiété et de la dépression chez les patients, ce qui est beaucoup plus rapide que n'importe quel antidépresseur. Donc j'ai pu conclure par cette revue systématique qu'il serait intéressant d'étudier l'impact du jeûne thérapeutique sur l'anxiété et la dépression. Et pour l'instant, je n'ai pas pu mettre en place ce protocole de recherche car il n'y a pas de molécule à la clé, donc c'est beaucoup plus difficile d'obtenir un financement. Et puis qu'il y a toujours un risque. euh, voilà, il faut surveiller les patients médicalement, donc c'est plutôt pour une hospitalisation. Mais on va peut-être trouver des moyens alternatifs de contourner ce problème. Alors ici, vous voyez une autre table, donc ce n'est que la première partie de la table. En pratique, cette table faisait 3 pages. Donc, vous voyez que ça peut devenir très vite très conséquent en fonction du nombre d'études que vous allez inclure. Et donc là, dans cette étude, c'était donc l'étude sur les thérapies non, c'était l'étude sur les anti-inflammatoires et leur impact sur les troubles psychiatriques.
Et donc ça donnait énormément d'études avec beaucoup de résultats principaux qu'il a fallu débrouiller. Donc c'était une revue systématique, très laborieuse, très conséquente que j'avais faite dans le cadre de, mon PhD sur les liens entre maladies immuno-inflammatoires et troubles psychiatriques majeurs. Donc la section résultats de votre, article, va proposer une synthèse des résultats significatifs, les plus significatifs. Si vous faites une revue systématique, donc vous allez choisir ce que vous jugez le plus pertinent. Donc en pratique, la partie résultats, ça va être une traduction, de ce qui est, pertinent dans vos tables. Donc ça va permettre aux lecteurs de ne pas avoir à lire la totalité de vos tables, mais en même temps, les tables sont très importantes car elles doivent être indépendantes de l'article, c'est-à-dire que si on souhaite aller chercher une information, on doit avoir toutes les informations dans les tables, pour pouvoir les vérifier.